Mes chers amis, salam alaikum. تقبل الله صيامكم وقيامكم وصحفتكم في هذه السهرة الرمضانية. أتمنى لكم سهرة ممتعة. Et quant à moi, j'ai le plaisir de partager avec vous une capsule concernant toujours la loi de finances 2026. Et ce, en continuité de l'explication des mesures fiscales introduites par la loi de finances 2026. Donc, j'ai précédé cette capsule par deux vidéos. La première était pour les mesures fiscales concernant la taxe de formation continue et la taxe d'apprentissage. Quant à la deuxième vidéo, nous avons abordé les mesures fiscales concernant les sociétés étrangères installées en Algérie et non installées en Algérie. Donc aujourd'hui, je parle d'une mesure phare qui caractérise cette loi de finances 2026. C'est celle de la transformation numérique. Ce dossier important importe l'État et devient au centre des préoccupations majeures de l'État algérien, de par son importance et son influence sur la modernisation des structures de l'État et les institutions publiques et privées. Donc le projet a commencé depuis des années, comme vous le savez, et va certainement se poursuivre progressivement et jusqu'à la numérisation intégrale de tout le processus. Donc ce projet, que tout le monde l'attend, a pour but de simplifier les procédures afin de fiabiliser les informations et doter les institutions de l'État d'une capacité de recoupement automatisée pour assurer une rapidité et produire des bases de données fiables et faciles à exploiter. Alors, par la numérisation, nous allons passer à une étape décisive, celle de dématérialiser l'administration algérienne. On peut dire arriver à zéro papier, et ce pour réduire les délais, désengorger les administrations, limiter les déplacements et, au final, éradiquer la bureaucratie. Mes chers amis, ce processus est devenu un choix stratégique pour l'État algérien et devenu irréversible, vise une mutation structurelle et une révolution culturelle et mentale pour moderniser notre pays. En d'autres termes, l'État cherche à asseoir une transparence totale pour déceler la fraude, détecter l'argent sale, combattre le marché informel des biens et des services et passer vers une économie numérique avec un maximum de sécurité des données. Parmi les mesures nouvelles, il y a l'introduction de numéros d'identification nationale, le NIN, dans les heures des salaires série G29, X301 bis. La certification des logiciels de comptabilité et de caisse. Le paiement électronique des timbres de quittance et le paiement des droits d'enregistrement et aussi la télédéclaration de l'impôt sur la fortune. Donc la généralisation des télédéclarations fiscales et les paiements online vise à renforcer la transparence des opérations et fiabiliser les informations transmises aux institutions de l'État.
Au final, les administrations pourront analyser rapidement et efficacement les données grâce à des systèmes standardisés et sécurisés, et réduisant ainsi la durée de la complexité des contrôles et des audits. Maintenant, on va passer par article, celle que j'ai sélectionnée du document portant la loi de finances signée par Monsieur le Président de la République. Donc l'article 8 de la loi de finances 2026 a modifié, complété et a rédigé les dispositions de l'article 75, paragraphe 3 du Code des impôts directs et taxes assimilées. Ainsi, pour les contribuables personnes physiques ou morales relevant des services fiscaux gérés par les services informatiques fiscaux GBETIC, doivent présenter par voie de télédéclaration pour chacun des bénéficiaires des salaires le nom du salarié, son prénom, le numéro d'identification nationale, son emploi et son adresse. Pourquoi cette mesure? Cette mesure vise la télédéclaration des salaires, traitements et émoluments divers payés pendant toute l'année pour mettre fin avec les supports informatiques ou bien les supports physiques, papier, CD, disquette, et ainsi de suite. Donc l'article impose le passage à la télédéclaration de l'état des salaires CRGN 29 nommé ou bien ex 301 bis. Je vois que parmi la mesure principale de cette mesure, de cette révolution, ou cette nouvelle pratique, c'est l'intégration du NIN, le numéro d'identification nationale. Écrit une révolution digitale, financière pour chaque citoyen et renforce l'interopérabilité ou bien le croisement des données entre les administrations de l'État. Et ce, pour s'inscrire dans le cadre du processus de numérisation de l'administration fiscale d'une part et de l'interopérabilité avec les autres services pour l'exploitation des données relatives aux salaires payés pour chaque salarié algérien d'autre part. Au final, on peut dire que le NIN, ou bien le numéro d'identification nationale, est devenu une clé incontournable pour une interconnexion des bases de données entre les services de l'État. Par cette mesure, l'État a assuré la confidentialité et a asseoir une transparence. Maintenant, on passe à l'article 23 de la loi de finances 2026 qui a modifié, complété et rédigé l'article 281 du Code des impôts directs et taxes assimilées. Cet article aborde la taxe sur la fortune. Comme vous le savez, dans l'article 74 du Code des impôts directs et taxes assimilées, il y a des critères qui ouvrent à certaines catégories de déclarer leur richesse ou bien leur fortune. Donc les redevables concernés par cet article doivent souscrire désormais par voie électronique via le portail de télédéclaration dédié à cette opération. Tous les 4 ans, chaque contribuable doit déclarer sa fortune. Au plus tard, le 30 avril de chaque année,
de chaque quatrième année. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une déclaration de leurs biens désignée à l'article 275 du Code des impôts directs et taxes assimilées. L'impôt sur la fortune due est auto-liquidé par un système de calcul automatisé implémenté dans GBATIC. Donc il y a une cartouche à GBATIC dédiée à cette opération. Et le paiement s'effectue par voie de rôle individuel. Donc instaurer l'obligation de télédéclaration de l'ISF ou bien l'impôt sur la fortune online via un portail dédié au lieu du support papier se considère comme une évolution majeure. Pourquoi l'État a passé à cette étape? Cette mesure vise à faciliter la démarche et garantir surtout la confidentialité totale des données et constitue une base de données nationale pour un meilleur suivi. L'État a pris cette mesure par rapport à la réticence de certaines personnes, et ce qui paraît logique, parce qu'ils déclarent dans le lieu de résidence et par crainte que les informations seront divulguées, donc les gens étaient réticents. L'État a pensé à cette mesure pour leur garantir une confidentialité totale. Là où il y a un bien, au niveau national, il peut le déclarer sur une plateforme télédéclaration sécurisée et confidentielle. Maintenant, on passe à l'article 30 qui modifie et complète, rédige les dispositions de l'article 9 et 15 du Code de l'enregistrement. Il y a une modification majeure et cette modification consiste à supprimer le deuxième paragraphe de l'article 9 et le transférer vers l'article 15 afin de consacrer à ce dernier comme unique référence juridique pour l'enregistrement des actes authentiques soumis au droit fixe. Pourquoi cette modification? Et concerne quoi? Cette modification concerne les actes civils et l'enregistrement doit se faire sur la copie originale. Exception pour certains actes sous scène privée. Et ce, pour assurer une flexibilité, l'État a accepté certains actes sous scène privée. Cette mesure entérine donc l'usage du format électronique et instaure la possibilité du paiement online des droits de timbre. Donc les droits de timbre, désormais, sur les actes civils, seront payés online. Et le plus important de tout ça, les taxes judiciaires d'enregistrement des copies de décisions de justice délivrées par voie électronique sont exemptes de paiement. Quel que soit le montant de la taxe, il ne sera pas payé. Et ça, c'est un avantage donné aux citoyens et aux sociétés. Nous passons maintenant à l'article 38 qui a été créé, qui a créé plutôt l'article 213 au niveau du code de l'enregistrement. Donc, qu'est-ce qu'elle a donné cet article? Cet article stipule que la délivrance des copies d'ordonnances, jugements et arrêts est soumise à la taxe judiciaire d'enregistrement, acquittée par l'opposition d'un timbre fiscal, amovible correspondant au tarif arrêté par l'État. Par exemple, les ordonnances, on paye 30 dinars par page. Les jugements, par exemple,
si je me souviens bien, c'est 40 dinars. Et les arrêts, c'est 50 dinars. Et cette valeur sera augmentée de 10 dinars à partir de la 4e page. Donc, plus on produit de pages supplémentaires au-delà de 4, plus on paye 10 dinars supplémentaires, jusqu'à la limite de 500 dinars. Qu'est-ce qu'elle a fait l'État? L'État a encouragé les gens qui payent par voie électronique de ne payer rien du tout. Donc, ils tirent leurs copies, qui sont sécurisées sur, bien sûr, un portail documentaire électronique, et ils ne payent aucune somme. L'article 44 de la loi de finances modifie et rédige les dispositions de l'article 136, 140 et 155 bis du Code du timbre. Ces articles concernent le passeport, la carte d'identité nationale, le permis de conduire. Désormais, le timbre fiscal de ces documents pourra être réglé par voie électronique. Bien sûr, on peut l'acheter au niveau du receveur des impôts, mais l'État, désormais, a ouvert un espace Internet ou bien un espace online pour pouvoir s'acquitter de ces timbres à domicile. Et cette opération est assurée par une plateforme numérique qui s'appelle Tabiocom. Donc, pour avoir un timbre fiscal pour la carte nationale, ou bien pour le passeport, ou bien le permis de conduire, il vaut mieux se diriger vers cette plateforme Tabiocom pour l'acheter. Pourquoi cette mesure? Cette mesure vise d'une part l'amélioration de la qualité de service offert aux citoyens et leur permettre d'accomplir cette démarche à distance. Vraiment, c'est très important et le citoyen doit adhérer à cette politique que mène l'État depuis des années. Et si je me souviens, depuis 2019, là où M. le Président de la République a créé un ministère dédié au numérique qui a été disparu après avoir instauré la numérisation au niveau de tous les ministères et les institutions de l'État. Il y a aussi l'article 46 qui est modifié, complété, qui a modifié, complété et rédigé les dispositions de l'article 141 du Code de timbre. Cet article est dédié aux étrangers pour la carte de résident des étrangers lors de leur délivrance ou de leur renouvellement. Donc ils peuvent désormais aussi acheter le timbre par Internet ou bien en télépaiement. Pourquoi cette mesure? Cette mesure a pour objet la hausse du droit de timbre applicable à la délivrance des cartes de résidence aux étrangers, et ce, en application du principe de réciprocité, parce que les autres États ont aussi augmenté les droits de timbre aux Algériens qui vivent sur leur sol. L'Algérie, par principe de réciprocité, a instauré cette mesure. Et d'autre part, pour motiver les étrangers détenteurs de ce document administratif à le préserver. Parce que les gens avant négligent ce document, parce qu'il était à faible somme, et pour certains était gratuit. Donc l'État a pensé et a créé des problèmes. L'État a pensé à cette augmentation pour que les gens préservent leurs documents. À mon avis, l'article 56 du Code du chiffre d'affaires et l'article 71 qui modifie
qui a créé l'article 20 au niveau du code de procédure fiscale sont les mesures phares de cette révolution numérique. Pourquoi? L'article 56, qu'est-ce qu'elle stipule? Tout contribuable assujetti à la TVA doit, ou bien à la TVA, qui effectue une opération ou bien une livraison de biens ou de services et ne donne pas lieu à une facturation, conformément à l'article 64 du Code du chiffre d'affaires, plutôt de l'article 64 du Code du chiffre d'affaires, et enregistre ces opérations au moyen d'un logiciel. Par exemple, vous êtes un supermarché, vous êtes tenu à payer en facture, livré et par facture. Et vous avez des caisses pour les achats, les petits achats, parce que vous êtes déclaré au réel. Et vous avez des achats effectués par caisse. Donc, vous devez maintenant avoir un logiciel certifié par l'organisme qui vous a délivré ce logiciel. Aussi pour la comptabilité, les gens qui tiennent une comptabilité réelle et sont assujettis à la TVA doivent avoir des logiciels certifiés. Pourquoi l'État a instauré ou bien introduit cette mesure? Donc, utiliser des logiciels, c'est pour ne pas faire disparaître des transactions, conserver les archives des données comptables ou bien des opérations transcrites sur le logiciel de caisse ou bien de comptabilité pour garantir une information pour les agents du fisc. Parce que les agents du fisc, quand ils viennent travailler sur des documents, ça prend du temps. Maintenant, l'État a pensé à faire des contrôles sur des logiciels pour la rapidité, pour la fiabilité et pour la garantie que l'information est là. Mais ce logiciel doit être authentique, doit être certifié et que ce logiciel ne permet pas au trafic, aux fraudes ou bien à une altération des écritures comptables ou bien à la suppression de certaines opérations. Donc par cette mesure, les entreprises devront ainsi anticiper des travaux de mise en conformité de leur logiciel pour éviter des pénalités éventuelles. L'objectif retrouvé ou bien recherché plutôt par l'État à travers cette mesure est de doter les vérificateurs de nouveaux outils de contrôle et renforcer l'action de l'administration fiscale en matière de lutte contre l'évasion et la fraude fiscale. L'article 71 du Code, plutôt du loi de finances, qui a créé l'article 20 ter du Code de procédure fiscale, parle de comment travailler avec ces logiciels et comment avoir le certificat et comment délivrer ce certificat par les éditeurs de logiciels. L'article 82 modifie, complète et rédige les dispositions de l'article 64 des codes de procédure fiscale. Maintenant, donc, nous sommes toujours dans les procédures. Les livres, les registres, les documents, les fichiers ou les pièces tenues sur support informatique doivent être conservés sous cette forme pendant les durées prévues au paragraphe précédent.
Quoi? On veut dire quoi? Les informations données au traitement soumis au contrôle prévu à l'article 20 3A du Code procédure fiscale, ainsi que la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution du traitement doivent être conservées sur support informatique jusqu'à l'expiration de la 6e année suivant celle à laquelle elle se rapporte. Donc, cet article parle de la conservation des supports informatiques pendant 6 années consécutives pour permettre aux agents du fisc d'intervenir à n'importe quel moment durant cette période. Faute de quoi, le contribuable est passé à une amende pénale variée d'un chiffre à l'autre. Maintenant, on parle de l'article 111 qui a modifié et complété et rédige l'article 67. Cet article, qu'est-ce qu'il dit? Les contribuables soumis au régime du bénéfice réel ou au régime simplifié des professionnels non commerciaux relevant des services fiscaux dotés de services informatiques doivent souscrire leur déclaration par voie électronique. Donc, répète, les contribuables soumis à imposition de bénéfices réels, qui sont déclarés au réel, ou bien simplifiés comme les professionnels non commerciaux et relevant des services fiscaux dotés d'un service informatique, doivent obligatoirement faire passer leur déclaration par voie électronique. L'acquittement peut aussi être assuré par voie automatique ou bien électronique. Les autres contribuables des autres régimes, autres que régime réel et BNC, peuvent également procéder à la télédéclaration dans des services là où il y a les services informatiques. Maintenant, je passe à l'article 114 qui a modifié et rédigé l'article 141 de la loi de finances 2025. Les opérations de paiement online, comme vous le savez, ne génèrent aucune commission pour le client. Si vous avez remarqué, si votre relevé de banque ou bien de poste, là où vous avez fait une opération de paiement électronique, il n'y avait aucune commission. Par contre, si vous achetez ou bien si vous retirez des opérations par chèque ou bien virement, vous devez payer une taxe ou bien c'est une commission. L'État, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris en charge ces commissions via les banques et Algérie Post. Par contre, ces institutions financières et Algérie Post bénéficient d'une réduction importante sur l'EBS ou bien l'impôt sur le bénéfice de l'exercice en fin d'année. Donc la procédure était pour l'exercice 2025 et a été prorogée pour une année jusqu'au 31/12/2026 et je pense qu'elle va être prorogée encore une autre fois pour encourager le paiement électronique. L'article 116, l'État, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé un fichier national des sociétés civiles. Ce fichier doit être rempli par voie électronique. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient la dénomination, l'objet social et l'adresse de la société, le NIF, le numéro d'identification fiscale de la société s'il y a lieu, la date et les références
de l'acte de constitution de la société, l'identification du notaire ayant rédigé l'acte de constitution de la société, le numéro de l'agrément ou d'autorisation de la date de sa délivrance à la société et la désignation du membre de la société, nom, prénom, date, lieu de naissance, le NIN et la nationalité de chaque membre. Ces informations doivent être déclarées dans les 30 jours de la création de la société. Et ce, pour éviter éventuelle pénalité. Les autorités ayant délivré l'autorisation ou l'agrément aussi sont tenues de déclarer ces informations à travers le portail télédéclaration. Maintenant, on passe par l'article 117 de la loi de finances 2026 plutôt, à l'étranger. Les Algériens qui opèrent à l'étranger, par la constitution juridique ou bien du trust, doivent déclarer aussi par télédéclaration auprès de l'administration fiscale dans les 30 jours qui suivent l'opération de constitution, faute de quoi ils seront pénalisés. J'espère que j'ai bien répondu, ou bien j'ai bien résumé, ou bien arrivé à vous convaincre. Et j'espère que les Algériens, mes chers citoyens, co-citoyens, adhèrent à cette politique de numérisation pour qu'on soit au diapason des pays développés. أمسية سعيدة، صحة سحوركم، وإلى اللقاء في فيديو جديد. السلام عليكم.